Bonjour, je m'appelle Dr. May Zacharias. Je suis le PDG et directeur médical du Centre d'excellence sur le douleur chronique pour les vétérans canadiens. Aux anciens combattants présents aujourd'hui, merci pour votre service. The title of this webinar is The Impact of Service on Women Veterans, a look at chronic pain and transition. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'impact du service sur les femmes vétéranes. Le Centre d'excellence sur la douleur chronique vise à explorer la façon dont le service affecte de façon unique la santé des femmes vétérans et impacte notamment leur vie une fois qu'elles transitionnent vers la vie civile. Cela pose des difficultés particulières et nous allons en parler. Nous allons parler également des recherches, des dernières recherches, des facteurs qui contribuent à ces problèmes et de l'impact sur la santé physique et mentale qui va de pair avec ces difficultés. Nous souhaitons qu'il y ait une meilleure compréhension des ressources disponibles afin de soutenir les femmes vétérans dans leur transition. Nous souhaitons qu'il y ait un partage d'informations et des discussions interactives. Je voudrais remercier nos trois orateurs aujourd'hui, le sergent à la retraite Anouk Bové, le capitaine à la retraite Hélène Le Seller et Dr. Joy McDermott, qui est physiothérapeute, épidémiologiste, qui est également professeur distingué de physiothérapie. Je voudrais également remercier notre modérateur pour ce webinaire, le lieutenant général à la retraite Jean-Marc Lantier. Le lieutenant général Jean-Marc Lantier a rejoint les Forces armées canadiennes en 1989 en tant qu'officier des blindés après avoir été diplômé de l'Université d'Ottawa. Ses rôles principaux sont chef de programme au siège de la Défense nationale, commandant des armées canadiennes et il est ensuite devenu vice-chef d'état-major de la Défense jusqu'à sa retraite en 2020. Jean-Marc. Well, thank you, Dr. Zacharias. Merci, Dr. Zacharias. Au nom du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, je vous accueille, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je suis ravie d'être votre modérateur aujourd'hui. Je vais vous faire des remarques liminaires. Ensuite, nous allons entendre le sergent à la retraite Anouk Bové et le capitaine à la retraite Hélène Le Seller qui vont nous parler de leur expérience à partir de leur service et de la transition ensuite vers la vie civile. Ensuite, nous entendrons le docteur Joy McDermott qui va nous parler du sexe et du genre dans la santé des femmes vétéranes. Vous avez deux canaux possibles d'écoute aujourd'hui, le canal français et le canal anglais. Nous vous fournissons aujourd'hui une interprétation simultanée et les documents ont été traduits. Vous pouvez les voir en mode plein écran. Et ensuite, après chaque présentation, nous prendrons des questions. Mais tout d'abord, je voudrais vous donner un peu de contexte pour l'événement d'aujourd'hui. Les femmes participent aux Forces armées canadiennes depuis plus de 100 ans. Leur nombre fluctue avec le chiffre le plus important pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes ont eu le droit de service ensuite dans les années 60, dans l'administration, la logistique, etc. Mais ce n'est que en 1971 que leur rôle a pris de l'ampleur après les recommandations de la Commission royale sur le statut des femmes. Elles ont pu occuper de nouveaux rôles, les chauffeurs, mécaniciennes, etc. Et en 1987, elles ont commencé à pouvoir se préparer au combat. Et cela leur a permis, petit à petit, en 1989, de pouvoir occuper tous les postes, à l'exception des sous-marins, qui n'ont été possibles que quelques années plus tard. Les femmes représentent 16,5% des forces armées, environ 15 000 personnes.
Il y a dans la police, hein, c'est à peu près la même histoire. Dans les années 70, il y a eu une recommandation visant à ouvrir les postes aux femmes. Et en 1974, la première femme a été recrutée. Aujourd'hui, les femmes représentent 21,8% des forces de police. Et ce sont des chiffres qui sont représentatifs, qui représentent une contribution essentielle à la défense et à la sécurité du Canada, des femmes qui passent des décennies à servir leur pays. Mais néanmoins, le dernier rapport, hein, du comité permanent des anciens combattants, qui s'appelle Plus jamais invisible, donne des informations qui montrent que souvent les femmes, les besoins et les préoccupations des femmes vétérans ne sont pas suffisamment pris en compte, également lorsqu'elles sont en service, et c'est pourquoi elles se sentent invisibles. C'est pourquoi le gouvernement a accepté ou soutenu 38 des recommandations qui ont été émises par ce rapport. Et si et lorsque le gouvernement va agir à partir de ces recommandations, nous sommes certains que les femmes vont bénéficier de cette reconnaissance, notamment pour leur santé et la reconnaissance de leurs besoins, un accès à de meilleurs équipements, meilleurs services, de meilleures carrières, une meilleure transition, un meilleur accès à un soutien familial et un soutien également pour la garde d'enfants et un meilleur accès au comité d'organisation. Ce qui est absolument essentiel à noter, c'est que ce rapport, ces problèmes ne doivent pas être résolus par des femmes, pour des femmes. Ce sont des problèmes institutionnels qui doivent être gérés de façon institutionnelle, coordonnée. Et il faut qu'une stratégie soit en place afin de mettre en place des structures et des systèmes qui soient parfaitement adaptés aux besoins spécifiques et qu'on ait des connaissances adaptées au rôle et aux besoins des femmes afin que des mesures politiques soient mises en place. Le progrès est lent. On a eu une première stratégie pour les femmes en 1999, mais les progrès sont lents. Et certains programmes n'ont été mis en place que récemment, notamment les programmes liés aux blessures musculo-squelettiques. Il y a encore beaucoup à faire. Ce progrès doit également se tourner vers les personnes, les vétérans, retraités. Et le Centre d'excellence sur la douleur chronique est là pour aider à mettre en place ces progrès. Je vais vous présenter maintenant nos oratrices. La sergente à la retraite Anouk Bové, elle a été ingénieure de combat en Bosnie-Herzégovine, en Afghanistan. Et pendant sa carrière militaire, elle a obtenu un diplôme de communication et un master d'études internationales de l'Université de Montréal. Après avoir pris sa retraite, elle a été embauchée par différentes organisations dans différents pays affectés par les guerres et les catastrophes naturelles. Elle a mis un terme à sa carrière en 2016 avec notamment un problème de stress post-traumatique lié à un accident en Afghanistan. Le capitaine à la retraite, Hélène Le Seller, s'est engagée à l'âge de 17 ans. Elle était la plus jeune femme dans l'infanterie. Elle a servi pendant 17 ans, particulièrement comme administratrice de soins de santé en Afghanistan, en Yougoslavie. Et lorsqu'elle était en Afghanistan, elle a reçu une recommandation et a servi sous le gouverneur général Michael Jean. Elle a dû prendre sa retraite suite à un trouble du stress post-traumatique. Elle a poursuivi des études, notamment sur les blessures liées au stress. Nous allons à présent les écouter. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je suis ici avec une très bonne amie, une camarade de combat, Anouk. On va vous parler de notre parcours. Bonjour Hélène.
Lorsque j'ai rejoint le régiment de Maisonneuve en 1990, j'étais l'une des plus jeunes et il n'y avait, je pense, pas de femmes avant moi dans l'infanterie. Il y en avait dans d'autres branches, néanmoins, dans les forces armées canadiennes. Et lorsque j'y pense aujourd'hui, je trouve ça un peu difficile de comprendre pourquoi on nous a pas fourni le bon équipement de formation. De mon côté, on m'a donné des bottes qui étaient de taille trop grande. Mon uniforme de combat était également trop grand. Mon pantalon était si long que j'avais du mal à l'enfiler. Je devais utiliser des élastiques pour tenir en fait les jambes de mon pantalon par-dessus mes bottes. Il a fallu plus d'1 an pour que j'obtienne les bons vêtements. Mais c'est surprenant parce que, on a nos, vêtements qui nous viennent, du magasin général comme les autres membres, des forces armées. Donc c'est pas parce que, j'étais, officier de réserve, c'est valable pour tout le monde. Anouk, comment ça se passait pour toi? Oui, alors moi j'ai commencé 10 ans après toi, Hélène, et c'était exactement les mêmes problèmes d'équipement. Et il y avait des femmes et dans ma formation et ensuite, au combat, j'étais la seule femme et l'équipement était le même pour, les femmes et pour les hommes. Tout ce que j'avais était identique à ce qu'avaient les hommes. Seuls les uniformes comportant, une jupe étaient différents, mais c'était tout, c'est tout. On avait une jupe et c'est tout. Donc lorsque, je me suis engagée, non seulement j'ai dû effacer mon identité féminine, mais j'ai dû porter les mêmes vêtements que mes homologues, masculins, qui étaient, conçus pour, des hommes moyens, mais qui n'étaient pas du tout adaptés à la morphologie féminine. Par exemple, le sac à dos était beaucoup trop long. Oui, oui, absolument, je me souviens du sac à dos des années 90, il y avait pas de solution, possible. En fait, moi, lorsque je le portais, tout le poids était sur mes épaules parce qu'en fait, le bas du sac à dos était plus bas que mes hanches. Donc, il n'y avait que mes épaules pour supporter le poids. Donc, j'ai beaucoup souffert et j'ai décidé finalement de modifier mon sac à dos, ce qui n'était pas d'ailleurs autorisé. Je n'étais pas censée le faire. Et j'ai utilisé donc une ceinture de mon équipement de combat qui était un petit peu plus large. Je l'ai utilisée pour le mettre au bas du sac à dos pour pouvoir répartir le poids et utiliser mes hanches. Mais malheureusement, ça a surélevé le sac à dos et du coup, avec le casque, le sac à dos cognait et je devais pencher ma tête en avant. Oui, j'ai eu, le même problème avec, le sac à dos, donc je comprends, tout à fait et ça me rappelle d'ailleurs, mon chignon et le casque. Avec mon chignon, le casque était constamment, de travers. Ça m'a donné, des douleurs, de dos et de cou et d'ailleurs on se moquait de moi, hein, mais c'était pas du tout pour être, non professionnelle, c'est parce que j'arrivais pas à mettre le casque bien droit à cause, de mon chignon. Ce n'était pas fait pour ça. Donc vous voyez les bottes, le casque, le sac à dos, tout ça n'était absolument pas conçu pour une morphologie féminine. Il est important de comprendre que les soldats, particulièrement en combat, font beaucoup d'activités physiques, d'exercices. Si on regarde les normes pour les athlètes professionnels ou olympiques, les sports et l'équipement haute performance est en général adapté aux femmes et aux hommes. Je pense aux selles de vélo, aux équipements de protection de hockey, les skis, les sacs à dos de randonnée. Et ça me rappelle d'ailleurs, cette course de 13 kilomètres qu'on devait faire. Vous vous souvenez de cette course de 13 kilomètres? Je pense que tout le monde s'en souvient et vous vous souvenez que la norme, c'était d'avoir 55 livres d'équipement dans notre sac à dos. Alors qu'en fait, la norme dit qu'il faut que ça soit notre équipement nécessaire pour 24 heures qui soit dans le sac à dos. Donc, un change, complet de vêtements, des bottes, un sac à dos. Donc, étant donné notre, hauteur, hein, notre taille, la charge devrait être moins, lourde que 55 livres. Oui, oui, je me souviens très bien parce que souvent lorsque je faisais les 13 kilomètres, on me mettait, des pierres ou, d'autres, équipements dans mon sac à dos afin que j'atteigne ce fameux poids de 55 livres. Mais au-delà de cet équipement, inadéquat, inadapté ou des normes, pas forcément, adaptées, il y a eu des choses qui auraient pu empêcher la chronicité de mon état. Lorsque j'étais déployée en Afghanistan, nous avons roulé sur, un équipement, explosif, improvisé. Les roues ont implosé mais ne se sont pas, complètement cassées, ce qui a sauvé
notre vie. Je n'oublierai jamais ce sentiment de l'explosion qui, a parcouru, mon corps, qui, m'a empêché de respirer. Finalement, nous n'avons eu que des blessures, mineures. Mon camarade qui était, assis à côté de moi et moi-même, nous avons eu une fracture du sacrum et mon supérieur qui était un médecin m'a donné, quelques restrictions pour 14 jours, mais ça a été tout. Ma blessure n'a jamais été, réexaminée après la mission afin de voir s'il y avait peut-être, davantage de dommages ou des lésions qui n'auraient pas été, identifiées à l'époque. On n'a absolument rien fait. J'avais souvent des douleurs cervicales, mais je me disais, «C'est sûrement normal». Mais en fait, c'est lorsque, j'ai été enceinte que j'ai commencé à développer des problèmes lombaires énormes. Malgré mon accident en Afghanistan, on m'a dit que c'était à cause de ma grossesse et lorsque j'ai donné naissance à mon enfant, j'ai développé de gros problèmes avec mon plancher pelvien, prolapse utérin, prolapse rectal. J'ai eu 2 opérations, mais une fois encore, on a attribué tous ces problèmes au fait que j'avais eu un enfant. Et on n'a jamais reconnu que toute cette situation aurait pu être liée, aux expériences que j'avais eues pendant ma carrière. Oui, je comprends parce que j'ai eu une expérience, proche de la tienne, mais en tant que vétéran. Après, mon accident en Bosnie, j'ai, commencé à avoir des douleurs au cou et au dos et c'était la même chose que toi. C'est-à-dire qu'on m'a fait une radio à la base américaine et le diagnostic, ça a été rien, il y a rien de cassé. Mais aujourd'hui, on sait bien que, lorsqu'on fait des tonneaux dans un véhicule, même s'il y a rien de cassé, il faut aller voir un physiothérapeute, peut-être un ostéopathe, parce que le corps a subi un traumatisme. Donc c'est la même chose lorsque, j'ai été enceinte, j'ai commencé à avoir d'affreuses douleurs dans le dos, mon plancher pelvien également a connu des problèmes et ça a duré, plusieurs mois après ma grossesse. Néanmoins, les facs n'ont pas, fait le lien entre mon accident et mes douleurs et je n'ai j'ai eu vraiment l'impression que mon identité de femme, mon corps n'était pas respecté en tant qu'une femme qui avait servi dans des missions, dans la guerre. Je me suis rendu compte que les programmes étaient, faits pour les soldats et que lorsqu'il y avait des difficultés liées au genre, comme nos difficultés, eh bien, on s les choses n'étaient pas faites correctement et notamment les connexions entre les différentes parties du corps. Parce que, tout ça change constamment, c'est un écosystème, particulièrement lorsqu'on est enceinte et lorsqu'on accouche. Oui, absolument et même si j'ai vu un physiothérapeute, pendant des années à cause de douleurs cervicales, de douleurs lombaires et heu, d'une insensibilité dans les doigts, heu, ce n'est qu'après avoir été, heu, déchargée de l'armée et lorsque j'ai vu un médecin civil, on a fait le lien. Et ce n'est que dans le civil qu'on m'a officiellement diagnostiquée et d'après mon médecin, le caractère chronique de mes difficultés aurait pu être évité si on avait traité mes symptômes dès le départ et particulièrement lorsque je suis rentrée d'Afghanistan. Encore aujourd'hui, j'essaye encore, que mon état soit reconnu parce que on a du mal à attribuer tout ce que je vis à, mon service dans l'armée. Et pour ce qui est de la transition, comme, toi, Anouk, j'étais avant tout un soldat. Il n'y avait rien qui était lié au genre, ça n'avait pas de sens pour moi. Mon identité, c'était mon uniforme et je trouvais difficile de me positionner en dehors de cet uniforme, mais je trouvais encore plus difficile de me positionner en tant que femme et de reconnaître les particularités de ce que ça signifie. Par exemple, être une mère, qui doit laisser son enfant lorsqu'elle est déployée, pour une mission. J'ai rencontré beaucoup de jugements, même parfois de la part de femmes en service. Moi, j'ai travaillé, très dur, dans les facs pour que la valeur de mon expérience soit reconnue et lorsque je suis arrivée dans le monde civil, j'ai perdu cette reconnaissance et j'ai trouvé ça très difficile. Lorsque, j'ai partagé ce que j'avais vécu, notamment en Afghanistan, souvent j'ai rencontré, des gens qui minimisaient ou même qui remettaient en cause mon expérience comme si, ce que je racontais n'était pas vrai et je me suis rendu compte que non seulement je devais me justifier, mais que je devais, prouver que ce que je disais était vrai. Oui, je comprends, hein. Moi, je me suis sentie, invisible, heu
avant que l'équipe qui s'occupait de ma douleur à la clinique civile m'a dit: On vous croit à nous». C'était la première fois qu'on a reconnu mon parcours militaire et les douleurs associées. Alors ce sont des expériences, Hélène, que l'on partage, mais je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui ont rencontré les mêmes difficultés. Il est important de savoir que les forces armées canadiennes font des efforts pour améliorer les programmes, hein. Le rapport notamment du comité permanent des anciens combattants qui a été publié en juin 2024 confirme l'étendue des besoins. Et il y a et continuera à y avoir un besoin urgent de recherche pour mieux comprendre les besoins liés au genre au niveau scientifique et ce qui permet de développer des programmes. Le rapport à l'heure actuelle ne fait que des recommandations, ce qui est un bon début, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et à long terme, ces recherches vont se pencher sur les besoins, mais à court terme, on sait que beaucoup de femmes vétéranes ne reçoivent pas de services adaptés, ne sont pas reconnues dans leur spécificité de genre. Je pense par exemple au problème de plancher pelvien. Oui, absolument, hein. On parle de générations de vétérans qui, même si les facs commencent à changer, sont laissés de côté, sans réponse à leurs questions, sans soutien pour ce qu'elles vivent. Et comme vous l'avez dit, hein, et l'identité des femmes vétéranes est encore difficile à reconnaître dans le monde civil. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour mettre en lumière ces expériences qui ne doivent plus être invisibles. Merci beaucoup, Anouk, d'avoir partagé votre expérience. Merci beaucoup, Hélène, hein, ça demande beaucoup de courage, hein, de partager nos expériences. Et Jean-Marc, nous vous repassons la parole. Well, Anouk, Hélène, thank you Anouk, so much Hélène, for merci your very beaucoup pour insightful, courageous cet éclairage et ces présentations courageuses. Vous avez parlé d'un certain nombre de problèmes, hein. On va passer maintenant aux questions. On a une première question. On a 8 minutes hein, de questions-réponses. Alors, la première question s'adresse à vous deux. Quel est le point le plus important que les médecins doivent avoir en tête lorsqu'ils travaillent avec cette population? Bien, je pense qu'il faut avoir une compétence culturelle. C'est une chose d'être compétent dans de bien connaître les soins de santé, mais connaître la culture militaire, l'identité, l'état d'esprit des gens qui viennent vous voir à la clinique, c'est absolument essentiel. Et je pense que c'est le plus important parce que vous ne pourrez pas traiter une personne correctement si vous ne comprenez pas leur parcours. Par exemple, vous ne pouvez pas parler à une personne dans l'infanterie comme à une personne qui était dans l'aviation parce que l'environnement n'est pas le même, le travail qu'ils font n'est pas le même, leur contexte n'est pas le même. Donc il est vraiment important que les professionnels de santé comprennent bien cela et aient accès à une éducation sur la culture militaire. Je ne sais pas si, Anouk, vous avez quelque chose à ajouter, mais voilà ce que je peux répondre à cette question. Thank you very much. Merci beaucoup. Second question. Une deuxième question. Je me rends compte souvent que mes douleurs chroniques sont minimisées par les professionnels de santé. Comment faire en sorte de se faire entendre? Oui, je vais commencer, Jean-Marc. Alors, il ne s'agit pas simplement de minimiser, mais il faut être compris également. Et ça revient à ce que Hélène a dit en termes d'éducation. La douleur chronique, en général, ne commence pas pendant le service, mais bien plus tard, et on ne la comprend pas toujours très bien. Parfois, ça prend des années pour être diagnostiqué après qu'on a quitté les forces armées. Donc, ça demande beaucoup de courage et de persévérance pour continuer à essayer de se faire comprendre. Donc, il faut continuer à faire du plaidoyer pour vous-même, à plaider votre cause, avoir du courage, parler. Personne ne va venir vous voir, frapper à votre porte et vous emmener quelque part pour que vous soyez traité. Moi, il m'a fallu 20 ans et je continue à plaider ma cause pour les difficultés invisibles que je ressens. Donc ne soyez pas découragés, continuez à vous exprimer.
J'ai quelque chose à ajouter à ça, hein, c'est que ce n'est pas parce que on ne vous a pas comprise une fois que il faut en rester là. Il faut recommencer, recommencer, parce qu'à un moment, quelqu'un va vous écouter. Donc, comme disait Anouk, hein, ça demande du courage et de la détermination. Thank you very much, both of you, for Merci that beaucoup answer. à toutes les deux pour cette Let's do réponse. a third question. On va passer à la troisième question. How do you approach the Comment est-ce physical and que mental vous issues abordez les problèmes physiques et mentaux des vétérans lorsque ce n'est pas lié à un incident majeur, mais à un ensemble de choses qui se sont répétées pendant des années? Ce sont effectivement deux choses bien différentes. Comment est-ce qu'on peut aborder ça? Je dirais que la première chose à dire, c'est que la douleur que l'on rencontre en tant que membre actif ou en tant que vétéran n'est pas toujours liée à un accident, comme ça a été mon cas, ou un incident. C'est effectivement les effets combinés d'un certain nombre de choses, Jean-Marc, hein. Ce sont des couches et des couches de d'impact cumulatif, l'équipement, la formation, les changements biologiques pour les femmes notamment, et d'autres facteurs qui vont entraîner les douleurs chroniques. Donc je pense qu'il est essentiel de penser aux aspects biologiques, sociologiques, psychologiques, pourquoi pas spirituels d'une personne pour la comprendre et pour traiter la douleur chronique. On sait notamment que le système nerveux joue un rôle essentiel dans la douleur chronique, donc il est essentiel d'intégrer différents types de soins. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi et je pense pour d'autres également, d'autres vétérans. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cette approche à 360 degrés pour traiter la douleur chronique et les changements physiques comme la grossesse par exemple peuvent exacerber des états déjà existants. On est un écosystème, hein, comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas simplement une liste de parties du corps isolées. Donc il faut prendre ça bien sûr en considération il faut prendre ça en considération pour être bien comprise. Je ne sais pas si Hélène, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Merci Anouk pour cette réponse très complète. Une autre question vient de nous parvenir. Quels conseils pourriez-vous donner à d'autres femmes vétéranes qui commencent leur parcours avec la douleur chronique? Comme disait Anouk, il faut avoir le courage de faire un pas en avant et de dire: ma douleur est réelle, ma douleur, c'est quelque chose que je rencontre depuis longtemps, et lorsqu'on vous reconnaît en tant que personne qui souffre d'une douleur, pas seulement d'une douleur, mais d'une douleur chronique, parce que comme je l'ai dit, hein, dans mon propre parcours, reconnaître que le fait que ça n'ait pas été traité au départ a installé le caractère chronique de la douleur, c'est important. Entendre: vous avez des douleurs chroniques. Et trouver quelqu'un qui va vous écouter. C'est la première chose à faire. Plaider sa cause, vous éduquer également, hein, en tant que personne. Vous devez comprendre ce que vous vivez. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez également amener à votre professionnel de santé en disant: j'ai lu ça, est-ce que ça pourrait être lié à mon état? Voilà ce que j'ai vécu pendant mon service. N'ayez pas peur de parler à vos expériences de carrière, de parler de vos expériences de carrière. Oui, et ne vous découragez pas. La persistance, hein, la persévérance. Alors, j'ai le temps d'une dernière question qui est pour vous, Hélène. Vous avez dit que vous êtes toujours en train d'essayer de faire reconnaître vos blessures. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette blessure soit reconnue, soit indemnisée? Comment est-ce que nous, professionnels de santé, nous pouvons vous y aider? Eh bien, par exemple, tout ce qui est lié au prolapsus, tout ce dont j'ai fait l'expérience avec mon plancher pelvien, pour eux, ce n'était pas suffisamment documenté dans mon parcours médical. C'est dans mon dossier, c'est dans le système, mais rien
n'est directement, il n'y a pas de lien direct. Mais l'explosion en Afghanistan, je veux dire, j'étais assise sur le véhicule. Donc pour moi, avoir un professionnel qui m'aide, bon, c'est un long processus, hein, c'est de l'argent, c'est du temps. Donc avoir quelqu'un qui va pouvoir écouter toute l'histoire de ma carrière et mettre en lumière les incidents qui ont pu contribuer à ce que je vis à l'heure actuelle, c'est important. Et le problème, c'est que comme pour eux, ce n'était pas lié à un incident spécifique, on m'a dit non, mais on n'a pas assez d'informations pour reconnaître quoi que ce soit. Mais je sais qu'avec le nouveau rapport, il y a un travail qui est fait dans ce sens afin que les conditions des femmes soient reconnues et comme l'a dit Anouk, que on reconnaisse l'effet cumulé des choses. Même si ce n'est pas un incident, ça va être un ensemble de choses qui ont mené à un état. Merci beaucoup une fois encore pour ces réponses très complètes. Je conclurai à la fin lorsqu'on aura entendu tous les orateurs, mais je vous remercie d'emblée pour vos réponses. Merci à ceux qui ont posé des questions. Je pense que vraiment ça pose tout à fait les bases pour notre prochaine oratrice, le docteur Dr. McDermott, qui est physiothérapeute, hein, qui est professeur de physiothérapie à Western University. Elle travaille à l'Institut des sciences d'évaluation. Elle travaille notamment sur les troubles musculosquelettiques avec le Dr. Jane Roth Chair. Elle travaille à l'Académie des sciences de la santé en Ontario. Et ses recherches se centrent sur les douleurs musculosquelettiques, la santé publique chez les vétérans, les mesures des résultats de santé et l'intersectionnalité du sexe et du genre dans la santé. Elle fait du plaidoyer justement pour qu'on reconnaisse le sexe et le genre. Nous lui donnons à présent la parole. Merci beaucoup, Dr. McDermott. Bonjour, je suis Dr. Joy McDermott. Merci de me donner la parole. Je vais parler d'un certain nombre de principes de recherche et de leurs liens avec les politiques. Alors, le genre, c'est une construction sociale, le sexe est une construction biologique. Ça signifie que lorsqu'on parle de sexe, on pense partie du corps, génétique, cellules, hormones, physiologie, alors que lorsqu'on parle de genre, on parle d'une construction sociale, avec des facteurs psychologiques, environnementaux, sociaux, culturels. Bien sûr, il y a des interactions, le sexe et le genre sont en interaction, mais on peut penser que chaque cellule a un sexe et que chaque personne a un genre. Le genre, ce n'est pas qu'une seule chose, hein, ça touche à différents aspects. Il y a les rôles selon le genre, quels sont les rôles que l'on assume dans la société. Il y a notre identité, la façon dont on se voit, dont on se présente. Il y a nos interactions, comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres, basées sur le genre. Et puis, il y a des différences institutionnelles qui sont basées sur le genre au sein de la société. Lorsqu'on parle de la santé des vétérans, on voit une situation unique. Les vétérans arrivent en pleine santé, ils sont formés, ils servent, et lorsqu'ils quittent l'armée, il y a une longue liste de problèmes de santé que l'on voit sur cette diapositive. Pourquoi est-ce que le sexe et le genre sont-ils importants? Parce qu'ils influencent les risques de ces problèmes, la façon dont les maladies progressent, les réponses au traitement et les résultats. Il est important de se souvenir que les femmes ne sont pas de petits hommes et que lorsque les femmes entrent dans les forces armées non traditionnelles, elles ne peuvent pas prendre le rôle de petits hommes en termes d'équipement ou de la façon dont on les traite. Leur structure corporelle, leur fonction corporelle, les hormones notamment et les rôles liés au genre, comme le rôle dans la famille, tout ça affecte les femmes et les hommes de façon différente.
Je vais à présent mettre en lumière un rapport important dans cette discussion, un rapport du Comité permanent des anciens combattants, qui est intitulé Plus jamais invisibles, les expériences des vétérans canadiennes. Je n'aurai pas le temps de parler de toutes les recommandations, donc je vous invite à lire le rapport, mais je vais mettre en lumière quelques-unes de ces recommandations et expliquer en quoi elles sont liées au sujet qui nous occupe. La recommandation 22 déclare que les anciens combattants du Canada et les forces armées canadiennes, en partenariat avec les instituts canadiens de recherche en santé, financent un programme de recherche dont les objectifs seraient entre autres d'identifier les causes de la proportion plus élevée de femmes militaires qui sont libérées pour des raisons médicales comparativement aux hommes, les causes des problèmes musculo-squelettiques qui affectent les femmes militaires dans une proportion plus élevée que les hommes, les facteurs de risque permettant d'expliquer la proportion similaire de libération pour raisons médicales liées à des problèmes de santé mentale chez les femmes et chez les hommes militaires, malgré une participation moindre des femmes à des opérations de combat, et les risques du service militaire sur la fertilité et la grossesse. Cela montre quels sont les aspects du sexe et du genre à prendre en compte. Lorsqu'on prend en compte justement le sexe et le genre, il faut avoir une approche très holistique et réfléchir de façon intersectionnelle. Quelles sont les choses qui sont liées aux états de santé, dont l'incidence et la prévalence, quelle est leur incidence et leur prévalence, comment sont-ils diagnostiqués, traités, et est-ce que ces facteurs et ces différences pourraient être expliquées par des différences de sexe ou des différences de genre, notamment sociales ou biologiques. En plus de ça, il y a l'exposition et l'expérience des hommes et des femmes qui ne sera pas la même. Il y a la culture militaire, les systèmes de soutien qui sont différents, les expositions environnementales ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même incidence. Il y a des facteurs organisationnels également qui vont être différents selon qu'on est un homme ou une femme dans l'armée, et ça va avoir un impact, il faut bien le comprendre. La recommandation 16 déclare que qu'Anciens combattants Canada demande qu'Anciens combattants Canada établissent une liste de conditions médicales auxquelles serait accordé un lien présomptif avec le service militaire lorsque les études épidémiologiques indiquent une prévalence plus élevée de ces conditions chez les vétérans par rapport à l'ensemble de la population civile, chez les vétérans par rapport à la population féminine en général, et chez les vétérans par rapport aux hommes vétérans. Leur réponse du gouvernement, c'est qu'ils sont d'accord sur le principe. Alors, regardons ce que ça signifie en termes de douleurs chroniques chez les vétérans. Voici un examen systématique qui se penche sur les différents types de douleurs chroniques vécues par les femmes dans la population civile. Et on voit que pour ce qui est des douleurs de dos, des migraines, des douleurs musculo-squelettiques, les femmes ont une plus forte prévalence. Ce sont les barres bleues qui montrent les études individuelles. Ça montre qu'il y a une prévalence des femmes. Et lorsque la barre est bleue, ça signifie qu'il y a une prévalence des femmes. Et la barre rouge, c'est le résumé. Cette étude se penche sur la prévalence de la douleur chronique chez les femmes vétéranes, chez les vétéranes. 2/3 des femmes libérées ont des difficultés et les membres toujours en service ont des douleurs à hauteur de 50%. Donc plus que dans la population générale. Et cette étude montre également la douleur chronique chez les vétérans, en montrant qu'il y a plus d'incidence de douleurs sévères que chez les vétérans, chez les femmes civiles ou chez les hommes civils, ce qui rejoint les recommandations. Il y a également un point important de cette étude, les différences de sexe pour différentes maladies selon les données. Et ce que l'on voit d'après cette diapositive, c'est que pour 3 problèmes, le BPCO, l'hypertension et le diabète, les femmes ont une plus forte prévalence que les hommes. Les hommes ont une plus forte prévalence que les femmes. Cela montre donc que les politiques et les recherches intersectionnelles profitent à tout le monde, et il est important de comprendre les différences entre les femmes et les hommes d'un point de vue du genre, de reconnaître ces différences et de les prendre en compte pour atteindre une équité de genre. La recommandation 5 demande qu'Anciens combattants Canada soit plus souple dans son évaluation des conditions médicales secondaires, par exemple la douleur chronique résultant d'un traumatisme sexuel militaire. Et le gouvernement est d'accord avec cette recommandation. Voici des données d'une de nos études
un échantillon de 328 hommes et femmes, militaires et vétérans de l'armée, qui vivent tous avec la douleur chronique. On leur a demandé de parler de leur expérience et de différents types de traumatismes sexuels militaires, et on s'est rendu compte que le ratio du trauma était de 26 à 1 pour les femmes par rapport aux hommes, lorsqu'on parlait par exemple de harcèlement sexuel, était très élevé également pour d'autres problèmes, mais que ce n'était pas le cas pour tous les types d'abus. Et on s'est rendu compte que l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel étaient directement liés aux troubles psychologiques, ce qui pouvait mener à des douleurs sévères. La recommandation 15 demande que les forces armées La recommandation 15 demande que les forces armées canadiennes engagent plus de spécialistes et sensibilisent les médecins spécialistes du secteur civil afin de favoriser l'acquisition de compétences culturelles mieux adaptées aux besoins des femmes militaires. La réponse du gouvernement était: le gouvernement prend note de cette recommandation. Et nous voyons que ici, les choses sont plus difficiles à mettre en œuvre puisque les soins de santé dans la population civile se font au niveau provincial et gouvernemental. Néanmoins, si on se penche sur cette recherche, on voit donc une étude qui a été menée en Ontario dans une clinique. On a examiné 7508 membres de familles militaires par rapport à 30 032 civils, et on s'est rendu compte que les membres des familles militaires avaient pris plus de temps à communiquer avec les professionnels de santé et étaient moins susceptibles de se faire vacciner. Donc cela montre bien les difficultés qu'il y a lorsqu'on passe d'un système médical militaire à un système médical civil qui pose ses propres problèmes, qui rencontre ses propres difficultés, et c'est accentué par le fait que les soldats, les militaires, souvent doivent déménager. Mais lorsqu'on y pense, cette transition du système de santé militaire au système de santé civile peut être plus difficile pour les femmes parce que leur expérience est moins connue, on ne les voit souvent pas comme des soldats, et elles ne savent pas toujours bien comment leur service a pu impacter leur santé. Donc la transition peut poser problème pour les vétérans. On a décidé de se pencher sur ces recherches afin de voir si elles nous donnaient des indications sur ce que l'on cherchait. On a utilisé une recherche de 2016 qui recommandait que dans toutes les recherches, on cherche des différences entre le sexe et le genre. On s'est demandé si c'était vraiment le cas. Donc on a regardé des essais cliniques, donc ce sont des recherches de bonne qualité, avec deux points de préoccupation, notamment les opioïdes. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 20 essais cliniques randomisés comprenaient les deux sexes, les deux genres, mais qu'aucun de ces essais cliniques randomisés ne présentait des données désagrégées selon le sexe et le genre. Donc ça, c'est vraiment une faille de la recherche. Et je vais terminer par cette diapositive qui vise à prendre en compte toute la littérature des vétérans dans les forces armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada. On voit que les études qui concernent spécifiquement les vétérans sont vraiment une goutte d'eau dans l'océan. On voit bien qu'il y a donc besoin de beaucoup plus de recherche pour pouvoir fournir les bons soins au bon moment pour les vétérans. Merci beaucoup pour votre attention et merci aux vétéranes et aux vétérans pour leur service. Dr. McDermott, thank you so much. Merci beaucoup, Dr. McDermott. Il y a énormément de choses à retenir de votre présentation. On pourrait faire une session entière sur ce que vous venez de dire. On a eu quelques questions. On a environ 10 minutes pour prendre ces questions. Je vais commencer par la première. Quels sont les obstacles qui se posent aux vétérans lorsqu'il s'agit d'obtenir des soins adaptés pour leur douleur? Comment est-ce qu'elles peuvent surmonter ces obstacles pour mieux traiter, mieux contrôler leur douleur? Alors, la première chose, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de preuves, de faits. Par exemple, du côté biologique, on sait qu'il y a des réactions différentes aux opioïdes chez les femmes et chez les hommes. Donc, je dis souvent qu'il faudrait pouvoir aller voir son médecin, que vous soyez un homme ou une femme, et dire
comment est-ce que comment est-ce que mon traitement va être affecté par mon sexe ou mon genre? Et il devrait avoir des faits, des preuves pour répondre à cette question. Mais les études montrent que ce n'est pas le cas. Donc beaucoup de gens devinent, font des hypothèses en se basant sur la littérature biologique ou sur des recherches de faible qualité sur ces différences. Donc voilà, la première chose, la première faille, c'est qu'on n'a pas les informations nécessaires. La deuxième faille, c'est que les cliniciens ne comprennent pas toujours l'importance de cette information et ne vont pas toujours la chercher. Ils n'ont pas obtenu ce type d'information dans leur formation. Ils ne savent pas que c'est important de prendre en compte le sexe et le genre lorsqu'on prescrit des traitements. Et troisième point, ils ne comprennent pas toujours bien la culture militaire, on en a parlé, hein, et les femmes qui souffrent de douleurs chroniques dans la population civile, par rapport aux femmes vétéranes, vont présenter des choses différentes. Elles vont parler de leur douleur de façon différente. Les problèmes vont être souvent beaucoup plus complexes pour les vétérans parce que les vétérans ont été exposés à différentes choses, mais les professionnels de santé ne sont pas toujours au courant. Par exemple, des agents chimiques qu'on ne connaît pas du tout. Ça peut être des traumatismes physiques, ça peut être des traumatismes sexuels, ça peut être l'explosion d'un véhicule. On met tout ça ensemble, comment est-ce qu'on va déterminer qu'est-ce qui a causé quoi, hein? Ce sont des problèmes qui sont extrêmement complexes, hein, et les cliniciens ont des difficultés à démêler ce qui cause quoi afin de pouvoir traiter correctement. C'est pas aussi simple qu'un poignet cassé dans le civil, on prend des antidouleurs pendant une semaine et tout va bien. C'est beaucoup plus complexe que ça. Absolument. J'y reviendrai si j'ai le temps parce que j'ai des questions pour de ma part, même si je sais que les modérateurs ne sont pas censés poser des questions. On va passer à une deuxième question. Y a-t-il des recherches sur les effets de la ménopause et des changements hormonaux et de la façon dont ça affecte la douleur des femmes? On sait que les hormones ont un impact sur la douleur. Et je me souviens d'avoir lu il y a quelque temps un article sur la douleur chez les gens qui sont en transition. C'est un vieil article, hein, donc il y a probablement plein de choses à redire, mais les hommes qui font une transition vers le sexe féminin font l'expérience de fortes douleurs. Et l'inverse, donc les femmes qui deviennent des hommes, ont des douleurs qui décroissent. Donc c'est intéressant parce que il y a des gens qui, par exemple, des gens qui ont ressenti une différence dans l'intensité de leur douleur à partir de traitements hormonaux. Mais pour les femmes, c'est pas aussi simple parce que au cours de la vie, on a d'abord on a ses règles, ensuite on est enceinte, parfois on a plusieurs grossesses. Ensuite, il y a la ménopause, donc le cycle des hormones au cours de la vie change. On a également la périménopause, et on sait que les hormones ont un impact sur la douleur. Et on sait que parfois, lorsque les femmes ont une douleur plus aiguë, c'est lié aux hormones. On se demande notamment si les femmes militaires ont une ménopause plus précoce. Et visiblement, il y a des données qui confirmeraient ce point. Alors la question, c'est comment est-ce que ça va affecter la santé si on a une ménopause plus précoce? Voilà, tous ces points, évidemment, ça impacte la douleur des femmes. Là encore, c'est un problème complexe et on n'a pas suffisamment de recherche pour soutenir cela. Mais on sait qu'il est important de savoir que les femmes, de prendre en compte que les femmes ont des hormones qui varient, qui fluctuent énormément au cours de leur vie et que ça va affecter l'expérience qu'elles ont de leur douleur. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Ce que j'en retiens, c'est qu'il y a encore énormément de recherches à mener pour mieux comprendre tout cela et je ne savais pas que la perception de la douleur variait selon le sexe et le genre. C'est tout à fait intéressant à entendre. Vous avez parlé de personnel d'urgence, mais est-ce que tout ce que vous avez dit sur les vétérans est lié aussi aux femmes pompiers
et personnel des services d'urgence. Alors, il y a des similarités et des différences parce que il y a, dans un cas, il y a des choses qui peuvent être refusées alors que les militaires ne le peuvent pas. Donc ça amène des différences d'exposition. Euh, les pompiers, notamment, peuvent refuser quelque chose qui leur paraît difficile, mais bon, elles sont souvent exposées à des troubles musculo-squelettiques à cause de l'équipement, elles sont exposées à des fumées toxiques. Donc bon, il est important de travailler avec les pompiers et le personnel des ambulances afin de reconnaître quelles sont les difficultés là aussi. On sait que même au sein de cette communauté de soins de première urgence, il y a le personnel paramédical qui n'a pas forcément les mêmes besoins ou les mêmes réactions que les pompiers, mais il y a quand même des similarités en termes d'exposition. Les pompiers, notamment, se plaignent qu'elles n'ont pas le bon équipement. On a vu qu'il y avait le même problème, notamment chez les militaires. Donc, travailler, je pense, main dans la main avec tous les personnels de sécurité publique, c'est important parce que ça permet d'avoir les chiffres, notamment pour mener des recherches qui auront du poids. Ou bien ça permet également d'avoir du nombre lorsqu'on demande que les choses soient prises en compte. Et de reconnaître que les femmes qui font ces types de travail ont des besoins bien spécifiques, même si elles travaillent dans différents secteurs. Est-ce que vous savez s'il y a autant de recherches qui sont menées pour les femmes qui travaillent dans les services de première urgence par rapport aux femmes, aux femmes qui sont dans l'armée? Non, je ne crois pas qu'il y ait davantage de recherches dans le secteur de première urgence. Je crois que pour les pompiers, il y a 4% des femmes qui sont pompiers. C'est plus élevé si on parle des volontaires, des volontaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont dans un environnement qui est dominé par des hommes, parce que lorsqu'on est à 97% d'hommes, 3% de femmes, évidemment, on est dans un environnement masculin. Leurs expériences sont similaires. On a un plus fort taux de douleurs chroniques, plus fort taux de troubles musculo-squelettiques. Il y a également des on sait qu'il y a également des législations qui sont nécessaires, puisqu'on sait notamment que les pompiers sont exposés à certains cancers et qui peuvent être donc liés à leur service. Là encore, c'est plus facile pour les hommes parce que ils sont plus nombreux, donc c'est plus facile de faire approuver des législations. Pour ce qui est du cancer du sein, cancer de l'utérus, je pense que ce n'est pas aussi facile à prouver, de prouver le lien avec l'exposition professionnelle, puisque les femmes sont moins nombreuses, mais il y a des recherches dans ce domaine afin de pouvoir reconnaître que certains cancers sont plus probables, sont plus susceptibles de se développer chez ces populations de femmes. Donc, il est important d'essayer d'accélérer les choses et de faire en sorte de reconnaître que certaines blessures ou certaines maladies peuvent être liées au service. Alors, question suivante. À votre avis, quelles seraient les recherches cliniques qui seraient nécessaires pour faire avancer la cause des vétérans? Je pense qu'il faut davantage d'études, de bons essais cliniques qui se penchent sur les différences de sexe et de genre pour les différents traitements. Toutes ces recherches doivent être co-conçues avec les vétérans dès le départ. Si vous développez une nouvelle intervention, il ne faut pas intégrer les vétérans à la fin du processus, il faut le faire dès le départ afin de bien comprendre quels sont leurs besoins, afin de concevoir les programmes de soins en fonction de leurs besoins et de prendre en compte leur parcours. Et également, leurs spécificités, hein. Parfois, elles sont déployées dans des endroits où on n'a pas accès à des soins, spécialisés notamment. Donc comment faire en sorte qu'elles aient les soins de la meilleure, qualité possible? Donc il faut vraiment, dès le départ, impliquer les vétérans dans le processus de recherche et puis ensuite, la recherche doit se pencher,
sur les différences qu'il y aura entre les femmes et les hommes en termes de traitement, la façon dont il faut qu'il y ait de la flexibilité dans la façon dont le traitement va être administré et il faut savoir quels sont les résultats que l'on recherche parce qu'ils seront différents selon ils pourraient être différents selon le sexe et le genre. Donc dès le départ, hein, et jusqu'à la fin du processus, il faut incorporer les vétérans. Absolument, c'est tout à fait crucial. Merci beaucoup d'avoir mis cela en lumière et c'est, notamment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, le Centre d'excellence sur la douleur chronique, avoir le point de vue des vétérans. On passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'on sait de la douleur, chronique chez les femmes, chez les vétéranes qui sont sans logis ou qui, font l'expérience du mal logement? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la douleur chronique? Alors, il y a sûrement des gens qui en savent beaucoup plus que moi là-dessus, hein. Ce n'est pas mon domaine de recherche, mais j'ai lu un certain nombre de recherches dans ce domaine et on sait que la douleur chronique, augmente le risque d'être sans logis parce que votre revenu est impacté. Il peut y avoir également, des problèmes d'addiction parce que souvent les gens essayent de gérer eux-mêmes leur douleur, et ensuite, il peut y avoir des problèmes de santé mentale, hein, un trouble du stress post-traumatique qui peut être associé à la douleur. C'est d'ailleurs souvent le cas parce que souvent la blessure qui a causé la douleur chronique est liée à va également, causer un trouble, du stress post-traumatique. Donc si on combine tout ça, hein, eh bien, c'est une recette parfaite, pour devenir, sans abri et c'est difficile ensuite de, rompre ce cercle vicieux, parce que les choses se multiplient et ça peut devenir un problème très complexe. Donc voilà le lien qu'on peut faire avec, le mal logement et le fait d'être sans logement. Et quand on est sans logement, évidemment, on a de plus en plus de mal à obtenir les bons soins, on a un risque d'avoir des traumatismes additionnels, de perdre son soutien. C'est vraiment un cercle vicieux, une spirale infernale, mais au départ, le risque commence, par une blessure, une douleur chronique, souvent liée à son travail. Oui, il y a effectivement cette intersectionnalité, hein, qui est essentielle. Vous-même et Hélène, je crois, ont, souligné, le fait de cette, la connaissance culturelle et c'est difficile même au sein de l'armée de bien comprendre, la culture, hein. Si, par exemple, on est habitué à l'armée de l'air, on va pas bien connaître l'infanterie et inversement. Alors comment est-ce qu'on peut trouver des professionnels, vous qui travaillez avec des professionnels de soins, Heu, comment est-ce qu'ils peuvent, aller chercher ces connaissances? Et comment, de notre côté, pouvons-nous, sensibiliser les professionnels de soins? Un des points les plus importants, moi je suis, professionnelle de soins civils, je ne suis pas vétérane, mais j'imagine, une journée, typique à la clinique. On va avoir, des problèmes de troubles musculo-squelettiques, des femmes, heu, âgées qui vont, marcher avec difficulté, qui vont vous parler de vos douleurs. Ça, c'est, une journée normale, dans une clinique. Ce qui n'est pas normal pour eux, c'est de voir arriver une femme qui a l'air qui est jeune, qui a l'air en bonne santé et de dire et qui vous parle de sa douleur chronique. Dans ces cas-là, il y a un risque de sous-estimer la douleur. En plus de ça, la, culture militaire, c'est de faire les choses même si on a mal. Et donc, on a un professionnel de la santé qui ne va pas reconnaître la douleur, un militaire, une militaire qui ne va pas, parler de sa douleur et voilà le problème. C'est ce qui rend les choses invisibles. Parce qu'on ne voit pas les choses, ni d'un côté ni de l'autre. Et les interventions qu'on ferait, par exemple, pour une, personne de 80 ans qui a du mal à marcher, risque de tomber, n'est pas la même que, ce qu'on va faire pour une vétérane qui est relativement mobile, relativement forte par rapport aux autres patients de la clinique, mais qui a quand même des problèmes très complexes et qui a besoin de traitement. La plupart des professionnels de santé ne, sont pas suffisamment sensibilisés sur la façon dont ces femmes sur ce à quoi elles vont ressembler lorsqu'elles vont se présenter à eux et ça ne leur permet pas de les prendre en compte correctement.
Merci beaucoup, Dr. McDermott. Malheureusement, il nous reste pas beaucoup de temps, mais on a de très nombreux points qui ont été soulevés par vous, mais également par nos oratrices et par les personnes qui ont posé des questions. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences, vos connaissances, vos points de vue sur un problème très complexe, extrêmement complexe du fait de l'intersectionnalité, du fait que le genre et le sexe sont différents. Et même si tout ça existe depuis des décennies, on est vraiment comme sur un oignon avec des couches à démêler pour bien comprendre et bien traiter le problème. Et comprendre cette complexité, c'est absolument essentiel. Et il faut qu'on ait davantage de ces discussions. Le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens souhaite apporter de l'espoir aux vétérans qui vivent avec les douleurs chroniques et à leurs familles. Et je pense que vous avez bien fait le lien entre la santé mentale et la douleur. Il est important de reconnaître ce lien. Et pour notre auditoire, je voudrais vous rappeler qu'un enregistrement de cette session et de toutes les sessions qui se sont tenues précédemment sont disponibles sur notre site internet. Si vous avez des questions lorsque vous visionnerez ces sessions, eh bien vous pouvez envoyer un courriel. L'adresse de courriel est sur notre site. N'hésitez pas à vous adresser à nous si vous avez besoin d'informations et nous serons également très reconnaissants si vous nous donnez votre retour sur ces sessions. Est-ce que vous trouvez cela intéressant du point de vue que vous soyez un vétéran ou un professionnel de santé? Et s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, eh bien, n'hésitez pas, hein. Je sais que, par exemple, ce que nous a dit le docteur McDermott est absolument essentiel. Il y a énormément d'informations à retenir. Donc, s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voudriez qu'on se penche, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez également aller sur notre site internet. Il y a plein de ressources. Sous l'onglet vétérans, il y a notamment des ressources pour gérer sa douleur. Et puis, il y a d'autres onglets qui vous donneront accès à des enregistrements et à des documents. Merci beaucoup à Hélène, Anouk et Dr. McDermott, et merci à notre auditoire. Voilà qui conclut notre série 2024 de webinaires. Nous espérons que vous serez avec nous au printemps prochain. Et au nom du Centre d'excellence sur la douleur chronique des vétérans, nous vous remercions.